Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, nous allons explorer toutes les actualités autour du projet Starship et Super Heavy de SpaceX. Et à la une, SpaceX reprend les essais sur S-24 et B-7, des avions de chasse sont passés à Boca Chica, et en toute fin, nous allons parler d'un nouveau plan zéro zone blanche entre Starlink et un opérateur traditionnel. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour débuter cette vidéo, nous allons faire un point sur les activités autour des essais. Tout d'abord, le 24 août, après 2 mois de présence sur le site d'essai, nous avons assisté au transfert de ce réservoir d'essai, qui est lui constitué d'un tout nouveau format de dôme supérieur dit elliptique, qui a quitté le site de lancement pour rejoindre le jardin de fusée de Starbase. A noter que ce réservoir n'a jamais effectué d'essai, ce qui reste plutôt surprenant, alors que les nouveaux dômes elliptiques reposent sur une nouvelle architecture, qui reste quant à elle beaucoup plus propre, tout en optimisant le stockage du méthane en raison d'un gain de volume au niveau de sa structure. Mais quelques heures plus tard, le site de lancement s'est vite transformé pour reprendre les essais au sol. Lors de cette journée, nous avons pu voir des essais d'ignition moteur sur B7, donc le prototype de Super Heavy, ainsi que S-24, le prototype de Starship. L'objectif était de tester le système d'allumage sans avoir d'ergol en circulation dans la plomberie du moteur. En fait, pour faire simple, c'est comme si on souhaitait tester le fonctionnement des bougies d'allumage d'une voiture en retirant l'alimentation de carburant. Puis le lendemain, alors que le salon Shore Air and Space Expo qui devait se tenir du 27 au 28 août sur l'île de South Padre à côté de Boca Chica, le 25 août, les F-22 Raptor de l'US Air Force sont passés au-dessus de Starbase pour une petite démonstration de vol. Mais beaucoup plus tard dans la journée, SpaceX a répondu à cette démonstration avec ses propres Raptors. Bon, alors même si ces essais étaient déjà prévus bien avant le passage des F-22, eh bien que s'est-il passé? Eh bien le 25, SpaceX a procédé à 2 spin prime à 3 Raptors sur B7 en testant des moteurs disposés au centre, mais également à l'extérieur, tandis que S-24 a lui aussi eu le droit à ce même type d'essai. Pour rappel, un test de type spin prime consiste à faire circuler des ergols au niveau de la tuyauterie moteur, sans allumer le moteur. De plus, le même jour, le réservoir d'essai B7.1 a lui été transféré sur le site de lancement. Alors son avenir est encore incertain, mais on verra bien ce qu'il compte en faire alors qu'un pont de levage est en cours d'installation au-dessus du support d'essai structurel. Ainsi, ce dispositif permettrait aux équipes de placer par exemple des réservoirs sur le stand sans déplacer une grue pour une opération de ce type. Donc on comprend bien que cela permet aux équipes au sol d'être beaucoup plus agiles tout en économisant du temps autour de ce type de transfert. Par la suite, le 26 août, la grue LR11000 a été accrochée au ship 24 pour une raison encore inconnue, tandis qu'une équipe a pu inspecter le prototype via une trappe située juste au niveau de la section centrale du réservoir d'oxygène liquide, ou aussi nommé Midlocks. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que la veille, tout le monde s'attendait à avoir une mise à feu sur S-24, mais qui s'est finalement transformée en spin prime. Alors peut-être qu'il y a eu un problème sur S-24, c'est possible, en tout cas nous avons vu une inspection du prototype. Par ailleurs, le même jour, nous avons pu voir le passage de l'équipe Polaris en MiG-29 et en MiG-17 au-dessus de Starbase. Si vous ne le savez pas, Polaris est un programme de recherche privé en orbite porté par l'entrepreneur Jared Isaacman, qui était également derrière la mission Inspiration 4, lancée l'année dernière. Lors de leur première mission en orbite du nom de Polaris Dawn, l'équipage à bord de Crew Dragon mènera plusieurs expériences liées à la santé ou encore aux télécommunications, en testant notamment les liaisons entre le vaisseau et la constellation Starlink. De plus, la mission comportera au moins une sortie extravéhiculaire parmi un des 4 membres de la mission. Pour terminer cette partie sur les essais, tout d'abord, il n'y a pas eu d'essai ce mardi 30 août, mais attention, les essais reprennent normalement aujourd'hui, c'est-à-dire le 31, à partir de 16h et on pourrait voir d'autres fermetures ce jeudi, mardi prochain et mercredi prochain aussi. Dans cette seconde partie destinée à la fabrication et à la production, tout d'abord, le réservoir d'essai B7.2 a été coupé en deux et il semblerait que ce réservoir soit bel et bien en cours de démantèlement. Du côté du booster 9, l'assemblage du réservoir d'oxygène liquide approche dans le méga bay, tandis que la section commune du prototype a été transféré proche du hangar. Sur la vidéo de la semaine dernière, on parlait de l'absence de bouclier thermique et d'aileron pour les prototypes S26 et S27 pour des raisons précises liées au Starlink V2. Mais ces derniers jours, nous avons pu voir des mouvements confirmant le plan. Premièrement, le nosecone du ship 26 n'a plus aucune tuile thermique et prochainement, ses couvertures thermiques en céramique seront normalement retirées. De plus, la section centrale du réservoir de LOX du même prototype comporte des tuiles et pour le moment, cette section a été mise de côté, sûrement en attente d'un retrait de ses protections. Néanmoins, pour son petit frère S27, eh bien ces sections ont l'air de passer outre les étapes d'installation des composants thermiques. Et c'est pour cela que l'on peut voir par exemple sur sa section de sa coiffe
ou encore sur sa section mid-locks qu'il n'y a aucune tuile ni de couverture en céramique. Donc finalement, l'assemblage de ces deux chips risque d'être plus que rapide, tandis que le vol orbital de S24 et de B7 est toujours attendu. Pour nous tourner vers Cap Canaveral en Floride, on va aller du côté du LC-39A, où dimanche dernier, c'est-à-dire le 21 août, une équipe a positionné à l'intérieur de cette structure une autre section pour ensuite la souder au-dessus. Cet élément serait une citerne apparemment. De plus, le segment 7 a bien été placé au reste de la tour, tandis que le segment 8 a entamé son transfert vers le pas de tir ce matin, c'est-à-dire le matin du 31 août. Pour terminer cette vidéo, vu que l'on parle de S26 et de S27 qui devraient déployer des satellites Starlink V2, eh bien la firme californienne a tenu une conférence dans la nuit du 25 au 26 août, heure de Paris, annonçant un partenariat avec l'entreprise T-Mobile. Cette filiale de la Deutsche Telekom est un opérateur mondial de téléphonie mobile qui est essentiellement présent en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Néanmoins, la stratégie de cette entreprise est actuellement de prendre la tête du marché américain, ce qui a l'air de plaire à SpaceX qui souhaite imposer sa solution Starlink sur le marché. Ainsi, Elon Musk et le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, ont annoncé un plan zéro zone blanche pour les abonnés de l'entreprise allemande. Selon les propos des deux hommes d'affaires, les clients pourront tout de même avoir du réseau dans des zones non couvertes par des antennes traditionnelles de deux opérateurs, mais là, avec Starlink et cela sans matériel, ils vont pouvoir quand même avoir du réseau en passant par la constellation. A noter que ceci sera seulement disponible aux États-Unis et que le débit descendant se situera entre 2 et 4 mégabits par seconde, ce qui restera tout de même suffisant pour de l'appel et du SMS, mais bien sûr, il sera presque impossible d'aller surfer sur le net comme sur Instagram ou encore Twitter. Néanmoins, pour que ce service soit proposé aux abonnés de T-Mobile, il faut une présence des Starlink V2, donc il parle d'une arrivée globale de cette fonctionnalité d'ici fin 2023 dans le meilleur des cas, si bien sûr les vols de S26 et de S27 ont bien lieu en 2023. Mais vous allez me demander pourquoi SpaceX ne lance pas ses Starlink V2 via Falcon 9. Eh bien selon Elon Musk, ces satellites Starlink de nouvelle génération sont beaucoup trop gros pour être lancés via Falcon 9 dans le cadre d'un déploiement massif. Par ailleurs, des mini V2 seraient une possibilité, selon l'entrepreneur américain, mais comme vous pouvez vous en douter, ceci représenterait des frais supplémentaires pour, d'une part, développer les satellites, mais également fabriquer quelques unités sur du court terme. Donc en soi, ce n'est pas vraiment la meilleure option pour l'entreprise. Mais si SpaceX s'allie à cet opérateur, c'est d'une part pour faire gonfler au maximum son chiffre d'affaires, mais c'est surtout pour faire un giga coucou à la FCC. En effet, la Commission fédérale des communications des États-Unis a finalement refusé l'accord de subvention dans le cadre du programme Rural Digital Opportunity, qui a pour objectif de rendre accessible Internet au cœur de la ruralité américaine. Parce que selon la présidente de la commission Jessica Rosenworcel, Starlink est une technologie très prometteuse, mais elle reste encore beaucoup trop jeune et elle a besoin d'amélioration pour proposer une offre intéressante. Parce qu'en y pensant, même si le prix de l'abonnement Starlink est autour des $100, ce qui reste dans les normes des autres opérateurs américains, le coût matériel composé de routeurs et de l'antenne, qui est actuellement autour des $600, n'est pas envisageable dans le contexte économique actuel, puis surtout pour des zones rurales. Alors que le dollar est face à une inflation qui augmente chaque trimestre et que le pays commence son plongeon vers une récession, on comprend bien que les ménages américains en pleine campagne ne sont pas en mesure de choisir Starlink, du moins de pouvoir opter financièrement pour Starlink. Donc comme vous l'avez compris, les subventions pour la firme de Musk sont plutôt importantes, et ainsi Starlink avec T-Mobile compte bien montrer à la FCC que Starlink doit être subventionné, notamment suite à son plan zéro zone blanche, qui pourrait permettre de sauver des vies dans des zones où aucun réseau n'est disponible initialement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore une fois à tous les donateurs qui ont soutenu la chaîne financièrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. C'est gratuit, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.